Bonsoir à vous tous et merci de nous choisir dans le programme du soir sur New World Info. On va débuter avec le décryptage de l'actualité. Nous serons en Centrafrique ce soir pour parler de la présidentielle du 27 décembre. Une question, Faustin Archange Touadéra, le président sortant, est-il le grand favori de ce scrutin? Et autre interrogation, qu'en sera-t-il du candidat du Kwanakwa, le KNK, l'ancien président, le général François Bozizé? Nous en parlons tout de suite avec Mamadou Diouf, qui est avec nous. Bonsoir, Mamadou Diouf. Bonsoir, Samuel. Première question, présidentielle, 27 décembre. C'est confirmé, on vote le 27? On peut dire que c'est confirmé, puisque il ne faut pas qu'on oublie qu'à un certain moment, le président Touadéra et ses partisans avaient tenté de reporter les élections à l'époque. Il y avait Covid qui avait été utilisé comme argument, mais l'opposition avait marqué son refus puisque le report des élections devait être accompagné par la prolongation du mandat du président et la prolongation également du mandat des députés. Il n'y a pas eu d'entente politique sur cette question. Finalement, la date a été maintenue. Donc, sauf quelque chose d'extraordinaire, les élections auront lieu le 27, puisque les candidats ont déjà déposé les dossiers au niveau de l'organe qui se charge des élections. On attend que la Cour constitutionnelle se prononce pour la présidentielle, parce que la Cour s'est déjà prononcée pour les législatives, pour savoir qui finalement sera candidat ou pas. Donc, sauf un incident majeur, on peut considérer qu'on va vers des élections en Centrafrique. Alors, est-ce que pour la présidentielle, les ténors de la scène politique centrafricaine sont dans la course? Oui, tous les ténors sont là, puisque vous avez l'ancien président Bozizé qui a déposé son dossier. Et on se rappelle ce qu'il avait dit après avoir déposé son dossier. Il a dit qu'il est confiant, en considérant qu'il remplit toutes les conditions pour pouvoir être candidat. Vous avez également Catherine Samba Panza qui a dirigé le pays, qui est revenue pour être également candidate. Vous avez Anissé Georges Doleguele, qu'il ne faut pas l'oublier, est également quelqu'un de très connu sur la scène au niveau de la Centrafrique. Vous avez Martin Ziguilé, qui lui a été le second lors des élections passées. Vous avez également Mahamad Kamoun. Bon, il y en a d'autres, mais c'est ceux-là qu'on connaît le plus et qu'on considère qu'ils ont une base arrière qui leur permet de pouvoir faire du résultat. Parce que malheureusement, en Afrique, c'est toujours comme ça. Vous avez 3 ou 4 personnes qui vont faire les élections et il y en a une dizaine parfois qui sont là, qui vont se partager à peu près 3 ou 4% de l'électorat. Et de tout cela, Faustin Archange Touadéra brigue sa propre succession. Eh bien sûr, il cherche un second mandat puisqu'il l'a dit clairement. Et la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les Centrafriques vont lui faire confiance à nouveau? Parce qu'il a eu un mandat, il faut le dire, difficile. Les 2 tiers du pays sont toujours occupés par les groupes armés. Le Covid est venu créer des problèmes en Centrafrique comme il en a créé partout. Économiquement, ce pays a du mal à démarrer parce qu'au sortir de la guerre civile, si on peut l'appeler sortir de la guerre civile, les violences et autres n'ont pas cessé malgré les accords de Khartoum, de sorte que s'il faut faire un bilan, il ne pourra pas présenter grand-chose à cause du contexte dans lequel il a dirigé le pays. Est-ce que face à ces grands ténors, si éventuellement toutes ces candidatures sont validées, on peut considérer que Touadéra part grand favori? Ce n'est pas évident. Il y a une chose qui est habituelle. Un ancien président a toujours une longueur d'avance par rapport aux autres. Ne serait-ce que parce que d'un point de vue médiatique, il va profiter avant la campagne électorale d'une campagne, qu'elle soit déguisée ou pas. Il a le matériel de l'État qui est là. Généralement, on a beau dénoncer, mais les gens, je ne dis pas en usent, mais en abusent pour pouvoir mener la campagne électorale, alors que c'est important de pouvoir aller un peu partout quand on veut chercher le suffrage des populations. Un autre élément qui s'y ajoute, il y a Michel Djotodia qui n'a pas été candidat, il l'a dit clairement, il n'a pas déposé sa candidature. Et il y a une certaine proximité entre lui aujourd'hui et le président de la République. On se rappelle lors de son premier retour éclair, il est allé à l'aéroport, il est allé directement voir le président de la République, il est reparti. Au Bénin, présentement, il est retourné, il est sur place. Et il semble plutôt être du côté du président de la République, même s'il n'a pas encore donné un mot d'ordre de façon claire. Bon, il y a tous ces éléments qui font qu'on peut dire quand même qu'en tant qu'ancien président,
il a droit un peu à ces 25-30% qu'on considère comme étant un acquis pour l'ancien président de façon générale quand il cherche un deuxième mandat. Ça ne pourra pas se jouer la présidentielle du 27 décembre sur le coup KO comme on le voit maintenant? C'est possible parce que les coups KO aussi, il y a des coups qui ne sont pas légitimes. Hein, parce que quand je regarde le coup KO de la Guinée, quand je regarde le coup KO de la Côte d'Ivoire, bon, ce n'est pas ça qu'on appelle un vrai coup KO. Celui du Burkina, on peut le considérer comme un coup KO puisque finalement l'opposition a accepté que l'ancien président a tout à fait gagné. On peut être également dans cette logique parce qu'il faut le reconnaître, le fait d'être président de la République permet vraiment de mailler l'ensemble du pays, pas seulement par le candidat lui-même, mais par ceux qui soutiennent également le candidat, alors que les élections, c'est également ça. Ce n'est pas la personne seulement qui est candidate qui fait les élections, mais à la limite, il faut toute une machine électorale pour pouvoir gagner des élections. Et quand on n'a pas les moyens, la machine sera nécessairement grippée, on ne pourra pas faire tout le travail qu'il faut. Donc, il pourrait également être un coup KO, comme on l'a vu au Burkina, je dirais, pour ne pas considérer les autres comme des coups KO. Le talon d'Achille de Touadéra, c'est la sécurité. Tout à fait. Et Bozizé ne cesse d'insister sur cela. Alors qu'il faut être objectif. Ce n'est pas lui qui est à l'origine de la guerre civile. Il a même fait un pas, puisque c'est avec lui qu'on a eu les accords de Khartoum. Et avec les accords de Khartoum, il faut reconnaître que la situation sécuritaire s'est améliorée. Bien que les accords de Khartoum ne sont pas encore appliqués dans leur intégralité, et la violence ne s'est pas arrêtée. Il y a encore de la violence entre les groupes armés ou parfois avec le pouvoir en tant que tel. Donc on doit lui reconnaître qu'il a trouvé un pays divisé, il a trouvé un pays en guerre. Il a quand même fait un pas, même s'il n'a pas réussi jusqu'à présent à résoudre ce problème. Mais bien sûr, les opposants ne manqueront pas. C'est ce qui avait été fait également avec le président Roch du Burkina, qui était dans la même situation pratiquement. On a voulu insister sur cet aspect sécurité, mais le message n'est pas passé auprès des populations du Burkina. Est-ce que le message passera auprès des populations de la Centrafrique? C'est le jour de scrutin, quand on va publier les résultats provisoires, qu'on pourra le savoir. Est-ce que son bilan socio-économique parle-t-il pour lui? Oui, le bilan parle pour lui, mais comme j'ai dit, quand on gère un pays en guerre, quand on n'a que 20%, à la limite 25% du territoire à sa disposition, mais quel bilan on veut qu'il présente? C'est un sérieux problème. Il a même essayé à un certain moment de s'approcher un peu plus des groupes armés, puisque le gouvernement contient des membres de certains groupes armés qui sont signataires des accords de Khartoum. Mais malgré tout, les groupes armés ont gardé leur bastion également au niveau du pays, comme s'ils se disent que bon, l'accord est là, tout n'est pas encore réglé, on ne sait jamais, les choses peuvent reprendre. C'est comme s'ils ont un pied dedans, un pied dehors, ce qui fait que le président ne parvient pas à faire ce que lui-même aurait voulu faire pour la Centrafrique. Donc sur le plan économique, sur le plan social, les problèmes sont encore là. Les organismes humanitaires ne cessent de tirer la sonnette d'alarme, puisque dans certaines zones, surtout celles où les rebelles entravent la liberté de circulation, le commerce, puisque la Centrafrique est complètement au milieu de l'Afrique, les relations avec les pays frontaliers, le racket par rapport aux camions qui amènent les marchandises et autres, la vie coûte finalement très cher, non pas parce qu'il y a une raison, mais à cause de ces gens-là qui se transforment sur des espaces déterminés en véritables chefs de guerre, en faisant du racket, en prenant des taxes. Les Centrafricains ne sont certainement pas satisfaits sur le plan économique et sur le plan social. Est-ce que le processus électoral lui-même, tel qu'il est en train d'être organisé, fait consensus? Je veux parler par exemple de l'AN, l'Autorité nationale des élections. Y a-t-il des récriminations des candidats? Oui, il y a eu, il y a quelque temps, des récriminations. Les gens considéraient qu'il y avait des choses qu'il faut revoir, comme d'habitude la composition. Il y a tel aspect qui n'est pas clair. L'enrôlement a été fait de façon tardive. Cela a été dénoncé. La distribution des cartes également, les opposants considèrent que cela a été fait tardivement et les opposants considèrent que c'est fait à dessein. Puisque malheureusement, c'est toujours le cas. On considère que c'est le pouvoir qui l'a organisé pour pouvoir faire en sorte de mettre en difficulté ceux qui seraient tentés de voter pour l'opposition, ce qu'on n'a pas toujours démontré quand même, il faut le dire clairement, parce que pour l'organisation de ces élections, il y avait l'équation d'un point de vue financier qui va payer la facture. Heureusement, la communauté internationale a accepté de mettre la main dans la poche pour pouvoir faciliter les choses de ce point de vue-là. Donc il y a eu de la contestation, mais pas une contestation
extraordinaire qui a amené les gens à vouloir manifester ou boycotter quoi que ce soit, comme on l'a vu en Côte d'Ivoire. Les gens ont accepté le processus et on est en attente de l'officialisation des candidatures pour la présidentielle en particulier. On sait que dans l'accord de paix de Khartoum, dont vous parlez tout à l'heure, certains groupes armés allaient quasiment avoir statut de parti politique qui pouvaient participer à l'animation de la vie politique. Parmi les candidats qui ont déposé leur dossier pour la présidentielle, est-ce qu'on a des profils qui sont des chefs de groupes d'autodéfense et autres? Non, les gens l'attendaient, mais il n'y en a pas eu. On n'en a vraiment pas vu, parce que c'est la Séléka seulement qui s'était un peu transformé en parti. Les anti-Balaka, on les attend plutôt comme soutien par rapport à Bozizé éventuellement, mais c'est plutôt au niveau des législatives qu'on les a vus. Et au niveau des législatives, la Cour constitutionnelle a recalé un certain nombre de personnes. Oui. Il y a une douzaine de personnes appartenant à ces groupes armés qui ont été recalés, aussi bien du côté Séléka que du côté anti-Balaka. Et l'explication donnée par la Cour suprême, c'est que des candidatures comme ça qui appartiennent à des mouvements armés peuvent remettre en cause la sincérité du scrutin. La Cour ne s'est pas arrêtée seulement à ces membres des groupes armés. Vous avez des députés également, membres du MCU, le parti de Touadéra, que la Cour suprême a empêché d'être candidat aux législatives à nouveau, puisque soit ils sont accusés d'avoir fait de l'incitation à la haine ou bien d'avoir fait des détournements. Il y en a un qui a été condamné, qui a refusé de payer la somme pour laquelle il avait été condamné, je crois, autour de 5 millions de francs CFA. Et on voit ici que la Cour suprême a barré la route à un certain nombre de candidats, ce qui est quand même, a priori, une bonne image pour cette Cour, ce qui voudrait dire qu'ils vont aller dans le sens de faire en sorte que les élections soient faites de façon transparente, de façon régulière, pour éviter que la Centrafrique ne tombe encore dans une crise. Est-ce que le pari d'une élection sans violence, c'est-à-dire les groupes armés qui laissent une élection se dérouler normalement, est-ce que ce pari pourra être gagné? On espère qu'il sera gagné en regardant ce qui s'est passé au Mali, en regardant ce qui s'est passé au Burkina Faso, en regardant ce qui va se passer au Niger, puisque le Niger également compte y aller. On constate que de plus en plus, la tendance est d'aller vers des élections, même quand il y a des groupes armés. Et comme une partie de ces groupes armés sont également signataires de l'accord de Khartoum, et une partie de ces groupes armés ont des représentants dans le gouvernement. Il y a des ministres qui proviennent de ces groupes armés, donc normalement, ils sont consentants pour l'organisation de ces élections, même s'il y en a certains qui sont réticents parce qu'au moment de l'enrôlement, il y a eu parfois des frottements avec des groupes armés qui voulaient empêcher aux partis politiques d'encourager leurs militants à aller s'inscrire sur la liste électorale. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous allons passer maintenant à la pause et après, c'est l'invité.